Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravie d'aborder le sujet d'aujourd'hui car il a une cible très précise. Oui, tout à fait. Une cible très concrète. Voilà. Notre analyse détaillée d'aujourd'hui est conçue spécialement pour un auditeur bien précis, un médecin généraliste qui est installé à Bruxelles. C'est ça. Et la mission qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de décortiquer une documentation médicale assez dense sur l'imagerie cardiaque. Et plus spécifiquement, le scan des coronaires. Exactement. Et l'idée ici, ce n'est pas du tout de réapprendre la médecine à notre auditeur, hein. On sait très bien qu'il maîtrise déjà parfaitement la physiologie, l'anatomie. Évidemment. Le but, c'est plutôt de lui fournir une sorte de boîte à outils narrative. Comment traduire ces actes techniques, qui sont souvent très impressionnants, en mots simples et surtout rassurants pour ses patients. Parce que face à une prescription pour une imagerie du cœur, le niveau d'angoisse dans le cabinet, il grimpe en flèche. Le patient entend le mot cœur et il imagine tout de suite le pire. Ah bah, c'est inévitable. Le cœur, c'est le moteur. Donc on s'imagine sur une table d'opération, le thorax ouvert. Oui, des scénarios catastrophes. Voilà. Et l'enjeu de la communication, c'est de désamorcer ça. Quand on explique au patient non seulement comment l'examen va se passer, mais surtout pourquoi on fait tel ou tel geste, il devient beaucoup plus coopératif. Il n'est plus juste passif sur la table. Exactement. Il devient acteur de son examen. Alors, pour structurer notre décryptage aujourd'hui, on va s'imposer quelques règles. Déjà, aucune statistique rébarbative. Et on ne va pas faire de citations directes et scolaires de nos sources. Ce serait beaucoup trop lourd. Ouais. On va plutôt incarner tous ces concepts à travers 4 patients fictifs, des profils que tout généraliste croise tous les jours. Donc on aura Christopher, Julie, Brahim et Naël. Très bonne approche. Commençons par débroussailler le terrain, si vous le voulez bien. La première grande confusion chez les patients, c'est la différence entre le score calcique et le coroscanner. Ah oui, la fameuse distinction. Et dans nos sources, on a trouvé une analogie qui est redoutable d'efficacité pour le cabinet. L'analogie de la plomberie. C'est de loin la meilleure image à utiliser. Si on imagine les artères comme des tuyaux, le score calcique, c'est une inspection visuelle par l'extérieur. On regarde s'il y a de la rouille incrustée sur les parois du tuyau. La rouille étant le calcaire, donc. C'est ça. Le coroscanner, par contre, c'est comme si on injectait un liquide traceur à l'intérieur du tuyau pour voir si cette rouille, elle empêche concrètement l'eau de passer. Donc on regarde à l'intérieur. Prenons notre premier patient, Christopher. Il a la cinquantaine, il n'a aucun symptôme, pas de douleur, pas d'essoufflement, mais il a quelques facteurs de risque et il veut faire un bilan. Alors pour Christopher, l'examen de première intention, c'est juste le repérage de la rouille, donc le score calcique. Et le médecin peut vraiment le rassurer sur la légèreté de cet examen, non? Totalement. C'est un examen qui dure à peine 10 minutes. Et le point crucial à lui dire, c'est que ça se fait à sec. À sec, c'est-à-dire sans piqûre. 0 piqûre. Pas de perfusion, pas d'injection d'iode. La machine va juste prendre une photo en 3 dimensions pour repérer le calcaire qui apparaît très blanc sur les images. Et ça donne un chiffre, le score d'Agatston. Et si le score est de 0? Ça veut dire qu'il n'y a pas de calcification repérable. Son âge artériel est excellent. Super! Mais alors le scénario est complètement différent pour notre deuxième patiente, Julie. Ah oui, Julie, elle a des symptômes. Voilà, elle a des douleurs thoraciques un peu suspectes ou un essoufflement quand elle fait un effort. Donc là, savoir s'il y a de la rouille, c'est plus suffisant. Là, il faut impérativement visualiser le flux sanguin. Il faut voir comment l'eau passe dans le tuyau. Et c'est là qu'intervient le coroscanner. Avec la fameuse injection. Exactement. Et c'est la grande différence à expliquer à Julie. On va lui injecter un produit de contraste à base d'iode. Ce produit va mouiller, ou plutôt mouler, l'intérieur de ses artères coronaires au moment exact de la photo. Pour voir s'il y a un rétrécissement. C'est ça, une sténose. Mais là où le généraliste doit être très vigilant dans ses mots, c'est pour bien séparer cet examen d'une coronarographie classique. Parce que le mot coronaire, ça fait peur. Ça fait très peur. Pour le patient, coronaire égale bloc opératoire. Ouais. Donc il faut vraiment insister sur le fait que le coroscanner, c'est non invasif. C'est de l'imagerie pure. C'est une mission de repérage en fait. Le praticien sait très bien que la coronarographie reste le standard absolu. C'est l'examen invasif. On passe un cathéter par le poignet ou l'aine et on peut poser un stent directement. Mais on ne fait pas ça à Julie ce jour-là. Surtout pas. On explique à Julie que le scanner d'aujourd'hui sert justement à éviter l'examen invasif. Si on voit un problème grave, oui, on planifiera une intervention plus tard. Mais aujourd'hui, on ne va pas bricoler son cœur.
C'est une frontière psychologique hyper importante pour la détendre avant d'arriver en radiologie. Absolument fondamental. Bon, même en sachant que ce n'est qu'une photo, il y a des peurs liées à la sécurité, ce qui nous amène à notre deuxième grande thématique, les effets secondaires et l'expérience physique. Les appréhensions classiques tournent toujours autour des rayons et de l'iode. Pour les rayons X, le médecin peut facilement rassurer en expliquant que les machines modernes sont ultra personnalisées. Oui, la dose est calculée au millimètre près en fonction de la morphologie. Il y a même des protocoles pédiatriques. C'est pour dire à quel point c'est sécurisé aujourd'hui. Et pour l'iode, parce que là, les patients craignent l'allergie ou le problème rénal. Pour les reins, le médecin prescripteur a une vraie carte à jouer. Souvent, on prescrit une prise de sang avant l'examen pour mesurer l'urée et la créatinine. Et le patient voit ça comme une corvée. Exactement. Alors que le médecin devrait lui présenter ça comme un filet de sécurité. C'est la garantie sur mesure que ses reins vont bien éliminer le produit. Et pour le risque d'allergie? Ça s'anticipe très bien. Si le patient a des antécédents, on lui donne une prémédication anti-allergique quelques jours avant. Il n'y a pas de surprise. Ce qui n'empêche pas l'expérience sensorielle de l'injection d'être très surprenante. Et là, on va parler de Brahim, notre troisième patient. Le cas d'école de Brahim. Brahim est sur la table, l'infirmier lance l'injection d'iode, et là, Brahim ressent une vague de chaleur incroyable qui part de la gorge. Avec un goût métallique dans la bouche, très caractéristique. C'est ça. Et cette chaleur, elle descend vers le bas du corps. Et le moment de panique absolue pour Brahim, c'est quand la chaleur arrive dans la zone pelvienne, se faire pipi dessus sur la table du scanner. C'est une réaction très impressionnante, mais parfaitement normale physiologiquement. L'iode provoque une vasodilatation brutale. Sauf que le médecin ne va pas utiliser le mot vasodilatation avec Brahim. Non, ça ne l'aiderait pas du tout. L'image à utiliser, c'est celle de radiateurs. Imaginez que tous les petits vaisseaux sanguins du corps sont des radiateurs fermés. L'iode, c'est comme si on ouvrait tous les radiateurs à fond d'un seul coup. Le sang afflue et ça crée cette chaleur. Voilà. Et le tour de magie du cerveau, c'est l'erreur d'interprétation. Le cerveau humain n'a pas l'habitude de ressentir une chaleur soudaine dans la zone de la vessie. Sauf quand on urine. Exactement. Donc, par pur réflexe, le cerveau associe chaleur pelvienne et miction imminente. C'est un mirage sensoriel total. Et c'est là que le travail du généraliste en amont est brillant. Parce que s'il prévient Brahim de ce mirage, tout change. L'information devient le traitement de la panique. Le médecin lui dit simplement « Attention, vous allez avoir l'impression très forte de faire pipi sur vous, mais c'est une illusion de votre système nerveux. La table restera parfaitement sèche. » Et donc Brahim, au lieu de sursauter de honte sur la table et de rater l'examen, il va juste attendre que ça passe. Ça dure 15 à 30 secondes. S'il est prévenu, il rationalise, il reste immobile. Et l'immobilité, c'est le nerf de la guerre. Justement, parlons de la gestion du corps et du déroulement pratique. L'une des plus grandes angoisses, c'est la claustrophobie. Beaucoup de patients associent le mot scanner au vieux tube de l'IRM. Le fameux long tunnel fermé. Le médecin peut vraiment utiliser l'espace de son cabinet pour démystifier ça. Il peut mimer un anneau avec ses bras. Le scanner, ce n'est pas un boyau oppressant. C'est un anneau assez large, environ 70 cm d'ouverture. Et le patient n'est jamais enfermé. Non. La table fait juste des allers-retours rapides à travers cet anneau. Le torse est dégagé, les bras sont posés derrière la tête, c'est très ouvert. Une fois la claustrophobie écartée, on peut se concentrer sur le vrai défi. Rester parfaitement immobile. Et c'est difficile, parce que l'examen dure entre 10 et 40 minutes selon la préparation, et on demande de photographier un organe qui bouge tout le temps. Le cœur n'arrête jamais de battre. Voilà. Et la moindre respiration va flouter l'image en 3D. Donc la machine va demander au patient de bloquer sa respiration plusieurs fois. Il faut une coopération parfaite. Mais il y a un paradoxe énorme. On demande à un patient stressé d'avoir un cœur très calme. C'est le nœud du problème. Le stress donne de la tachycardie. Or, pour figer le cœur sur l'image, il faut qu'il batte à moins de 70 battements par minute. Et très régulièrement. C'est pour ça qu'on donne un médicament avant l'examen. Un bêta-bloquant. Oui, et la sémantique est primordiale ici. Si on dit au patient « prenez ce médicament pour le cœur », il va paniquer et penser qu'il est déjà malade. Alors qu'on n'a même pas encore le diagnostic. Il faut présenter ce bêta-bloquant comme un calmant photographique. Ah, j'aime beaucoup cette expression. C'est très parlant. On explique que ce n'est pas un traitement médical pour le soigner. C'est juste l'équivalent d'un trépied pour un appareil photo. Si le sujet bouge trop, la photo est floue. Et si le cœur bat trop vite le jour de l'examen? Le radiologue annulera tout simplement la procédure. La photo serait inexploitable. 3 à 6 heures avant l'examen selon l'hôpital. Et la question qui revient tout le temps, c'est le café du matin. Même si ce n'est pas toujours écrit en rouge sur la brochure.
C'est du bon sens physiologique, il faut expliquer. Si on passe la matinée à essayer de ralentir le cœur pour la photo, avaler un grand café qui est un stimulant puissant, c'est se tirer une balle dans le pied. On annule l'effet du déta-bloquant. Exactement. L'expliquer avec logique, ça marche beaucoup mieux qu'une simple interdiction. Parlons maintenant de notre 4e patient, Naël. Naël, c'est un profil classique, il est diabétique de type 2 et il prend plusieurs traitements, notamment de la metformine. Le fameux glucophale. Voilà. Et pour notre médecin auditeur basé à Bruxelles, la gestion de ce médicament face à une injection d'iode, c'est un vrai casse-tête. Parce que les protocoles ne sont pas du tout uniformes. C'est un point de vigilance majeur. Certains documents disent qu'il faut arrêter la metformine 48 heures avant et après l'examen. Et d'autres centres d'imagerie, avec des recommandations différentes, demandent juste de l'arrêter la veille, le jour de l'examen et le lendemain. Du coup, le médecin en cabinet ne peut pas donner une règle universelle à Naël. Non, c'est impossible. Il doit absolument se synchroniser avec le centre de radiologie spécifique où Naël va passer son examen. Il faut garder leur brochure locale bien à jour pour éviter de créer une confusion thérapeutique. Et qu'en est-il des anticoagulants? Naël pourrait avoir peur de faire une hémorragie pendant l'examen. C'est une angoisse légitime, mais là encore, on peut rassurer très vite. S'il s'agissait d'une coronarographie invasive par l'aine, oui, il faudrait gérer les fluidifiants avec précaution. Mais pour le scanner? L'iode est injecté par une simple petite voie veineuse au bras. Donc, un traitement comme l'aspirine à faible dose, par exemple, ça ne pose aucun problème. On le continue. La charge mentale du patient est quand même beaucoup plus légère. Et surtout, après l'examen, le retour à la vie normale est immédiat. C'est de l'ambulatoire. Sauf avis contraire, Naël repart avec un simple pansement sur le bras. Il peut conduire, retourner travailler. La seule vraie consigne pour lui, c'est de boire beaucoup d'eau. Entre 1,5 litre et 2 litres dans la journée. L'objectif clinique, on le sait, c'est d'accélérer l'élimination de l'iode par les reins. Mais il y a un côté psychologique à ça aussi, non? Très fort. Après avoir été immobile, soumis aux ordres vocaux de la machine, devoir s'hydrater activement, ça redonne le contrôle au patient. Ça l'aide à culturer son parcours de soins dans sa tête. C'est fascinant comme détail. Bon, l'examen est fait, Naël a bu son eau, on arrive à la dernière étape, la plus importante pour le patient, les résultats. La fameuse question « Docteur, est-ce que je suis tiré d'affaire ?» C'est là qu'on comprend la puissance de cet examen pour le médecin généraliste. La valeur diagnostique est incroyable. La valeur prédictive négative frôle la certitude absolue. Donc, si le coroscanner de Naël ou de Julie est déclaré normal, on est sûr à 99% que les artères ne sont pas bouchées. C'est ça. On écarte la maladie coronaire occlusive de façon quasi certaine. Ça permet de stopper net la spirale des examens angoissants et surtout, on évite la salle d'opération. Mais le patient, lui, il est habitué à tout avoir tout de suite. En sortant de la machine, il s'attend à ce que l'infirmier lui donne le diagnostic en lui tendant sa veste. Et le médecin doit vraiment désamorcer cette attente dès la consultation. Ce n'est pas un photomaton. La machine prend des milliers de coupes. Des coupes brutes. Le radiologue a besoin d'un puissant logiciel informatique pour reconstruire le réseau artériel en 3D. Il doit effacer numériquement les os, les tissus pour isoler les artères. C'est un vrai travail d'orfèvre. Donc le compte-rendu ne sort pas en 5 minutes. Ça prend du temps. Le rapport sera envoyé au médecin prescripteur, notre confrère bruxellois, ou au cardiologue, qui prendra le temps d'en discuter calmement avec le patient. Résumons après cette boîte à outils qu'on a construite. Notre auditeur dispose de l'analogie de la plomberie pour différencier la rouille du bouchon. Il sait comment déminer l'illusion thermique de Brahim et son envie d'uriner. Il a l'astuce de l'anneau ouvert pour la claustrophobie et la métaphore du calmant photographique pour justifier le bêta-bloquant. Sans oublier la vigilance locale sur la metformine. Avec tout ça, il a un vrai bouclier anti-anxiété pour son cabinet. Mais avant de clôturer cette analyse, il y a une dernière réflexion issue de nos sources qui me semble essentielle. Une sorte de pensée provocatrice pour garder notre esprit clinique bien aiguisé. Oui, c'est crucial de rappeler que la machine reste un outil. Elle ne remplace pas le cerveau du médecin. Ça concerne les limites du score calcique de Christopher, c'est ça l'idée? Exactement. On a dit tout à l'heure qu'un score de 0 pour Christopher, c'était une excellente nouvelle. Et ça l'est. Ça élimine la présence de plaques dures, le calcaire. Mais il y a un piège. Le piège de la fausse réassurance. Un score de 0 ne garantit pas l'absence de plaques molles. Les plaques molles, ce sont des dépôts de graisse récents. Des dépôts lipidiques riches en cholestérol. Ils n'ont pas encore eu le temps de durcir, de se calcifier. Et comme le score calcique se fait à sec, sans iode, ces plaques jeunes passent sous le radar. Elles sont souvent invisibles. Donc Christopher peut rentrer chez lui avec un certificat de risque 0 sur le calcaire, mais avoir quand même des dépôts graisseux dangereux dans les artères. Et en médecine, on sait que ce sont souvent ces plaques molles, instables, qui se rompent et provoquent la crise cardiaque.
D'où l'importance de ne pas traiter qu'une image. C'est là que le médecin généraliste reprend tout son pouvoir. Si Christopher a un score de 0, mais qu'il fume un paquet par jour, qu'il a du ventre et de la tension, le praticien ne va pas lui dire que tout va bien. Le jugement clinique reste prioritaire. Le mode de vie, la prévention, ça ne s'arrête pas parce que le scanner est rassurant. Le flair du médecin reste l'outil le plus précis qu'on ait. Une excellente façon de conclure. La machine observe, mais seul le clinicien comprend. C'est la fin de notre décryptage d'aujourd'hui. J'espère que cette narration servira fidèlement notre auditeur pour ses prochaines consultations. Merci pour votre expertise et à très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée.